Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. À la une de ce 13h dimanche, la fin de la 35e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA qui s'est tenue ici à Bamako. Elle a notamment porté sur les perspectives macroéconomiques et l'inflation. Benogo Fofana nous parlera des recommandations issues des travaux dès le début de cette édition. L'invité de ce 13h dimanche est Sanoussi Bouya Sila. Il est le président de l'APECAM. Il nous fera le point du déplacement au Brésil du ministre de l'Élevage et de la Pêche. Il a été notamment question du renforcement de coopération entre Bamako et Brasilia, notamment pour booster l'économie pastorale au Mali. On en saura davantage avec l'invité de ce 13h dimanche qui sera en direct dans ce studio. Le grand format de la rédaction nous conduira dans cette édition en 3e région où la campagne de mangue est en cours. Elle crée environ 30 000 emplois directs et indirects selon le président de l'interprofession de la mangue. Moustapha Doumbia, l'un de nos correspondants dans la région, nous en dira plus dans ce journal. À suivre toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche, nous irons notamment au Tchad où l'élection présidentielle, les résultats de l'élection présidentielle ont provoqué mort d'hommes et les résultats qui sont rejetés par le Premier ministre. Mohamed Sangaré nous développera donc ce dossier et nous irons également au Bénin pour parler donc de cette marche contre la vie chère. Et nous ferons également un tour d'horizon de l'actualité sur la scène africaine et dans le monde. Ce sera avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la scène internationale ce dimanche? On ira d'abord au Niger où le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen accuse le Bénin et la France de vouloir déstabiliser son pays. Au Burkina Faso, les membres de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne se sont rassemblés hier pour demander la prorogation de la transition. Et au Burundi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur accuse le Rwanda d'être à l'origine de 3 attaques terroristes à la Grenade dans la capitale Bujumbura. Le tour d'horizon de l'actualité internationale à ne pas manquer dans une dizaine de minutes avec l'ensemble de la rédaction. Et puis le journal des sports, ce sera avec vous. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Que peut-on retenir de l'actualité des sports ce dimanche? Dans l'actualité sportive, on parlera de la 26e journée du championnat de football de Ligue 1. Le Djolobassé file tout droit vers son 15e titre national. La finale allée de la Coupe CAF se joue cet après-midi entre la Renaissance sportive Berkane du Maroc et les Zamalek du Caire. Et puis l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique, UFRESA, relance ses activités. L'actualité des sports à ne pas manquer avec Famourou Djourté. Et puis la lèpre, c'est le sujet de la chronique santé de ce dimanche. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. La 35e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est achevée à Bamako. Elle a porté sur les perspectives macroéconomiques et l'inflation. Les recommandations issues des travaux visent le bien-être des populations de la zone de l'UEMOA. Les détails, c'est avec Benogo Fofana. La session de 5 jours a permis aux membres du comité interparlementaire de l'UEMOA d'examiner de près les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation dans la zone UEMOA. Les discussions ont abouti à des recommandations visant à soulager la souffrance des populations de l'espace UEMOA. Fonona Cheikh Koulibaly, vice-président du comité interparlementaire de l'UEMOA. À l'endroit de la commission de l'UEMOA, engager un plaidoyer auprès des autorités politiques des États membres pour assurer l'efficacité de la libre circulation des biens et services entre les États membres de l'Union, en les invitant notamment à éviter de recourir à la prise de décision d'interdiction d'exportation des produits vivriers. À l'endroit du Conseil des ministres de l'Union, la poursuite des efforts en cours en vue de l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Les débats qui ont permis d'aboutir à ces résultats se sont déroulés dans un climat de sérénité et de convivialité. Aka Véronique Amanan, membre du comité interparlementaire de l'UEMOA. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, se félicitant de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à Bamako, ainsi que l'attention toute particulière dont il a été l'objet durant son séjour en République du Mali, exprime sa profonde gratitude et sa déférence
considération à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour son dévouement profond à la cause de l'intégration sous-régionale. Les membres du comité interparlementaire se sont donné rendez-vous pour la prochaine session du 19 au 28 août 2024 à Cotonou, au Bénin. Je vous l'annonçais dans les sommaires. Dans le sommaire, le ministre de l'Élevage et de la Pêche était récemment au Brésil. Le but de son déplacement, renforcer la coopération avec ce pays ami pour booster l'économie pastorale au Mali. C'était aussi l'occasion de s'inspirer de l'expérience brésilienne en la matière. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Sanoussi Bouya Silla, président de l'APECAM, en direct avec nous dans ce studio. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour. Vous faisiez partie de la délégation ministérielle qui était donc récemment au Brésil. Qu'est-ce que le Mali a à apprendre du Brésil au plan agro-silvopastoral? Le Mali a beaucoup à apprendre du Brésil parce que le Brésil était dans la même situation dans laquelle le Mali est aujourd'hui. Un grand pays qui avait de la peine à nourrir ses 250 millions d'habitants et qui aujourd'hui nourrit non seulement ces 250 millions d'habitants, mais qui nourrit le monde parce qu'ils sont devenus premiers producteurs sur 5 produits majeurs dans le monde. Donc on s'est demandé comment ils ont réussi à faire ce bond qualitatif en si peu de temps, parce qu'ils l'ont fait presque en 30 ans. Et on est parti vraiment chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour arriver à ce niveau. Et la mission était bien sûr sous la direction du ministre de l'Élevage et de la Pêche, M. Youbaba, mais aussi était composée en grande partie d'acteurs du secteur privé, commercial et agricole qui se sont pris en charge pour aller dans cette mission. Parce qu'en fait, c'est comme ça que les choses doivent se faire. L'État et les privés ensemble, ça doit faire un bon deal pour gagner. Très bien. Et concrètement, parlez-nous de quelques exemples concrets. Qu'avez-vous vu ou entendu? D'un pays, par exemple, je vais vous parler sur le secteur laitier. Aujourd'hui, le Brésil, ils ont réussi à faire le mix de 2 animaux qui ne viennent pas chez eux pour avoir une vache très productive en lait et vraiment résorber tout leur gap. Aujourd'hui, ils n'exportent pas un gramme de lait venant de l'extérieur. Ils sont même exportateurs de lait. Donc, c'est possible au Mali. D'accord. Et aussi, par rapport à la viande, ils vont à la recherche de ce qu'il y a de meilleur ailleurs. Et ce qu'il y a de meilleur ailleurs qui peut marcher avec leur climat. Parce que souvent, on connaît cette erreur au Mali, on va chercher ce qu'il y a de bon ailleurs, mais qui ne peut pas forcément marcher dans nos conditions climatiques. Il y a ça qu'on a compris aussi qu'aujourd'hui, ce vaste pays qui faisait presque, on ne va pas dire la transhumance, mais où les animaux se déplaçaient sur des grandes longueurs, aujourd'hui, c'est réduit, ils ont vraiment gagné en productivité et aujourd'hui, ces conflits entre agriculteurs et éleveurs a été résolvé par certaines techniques qu'on peut apprendre. Et aussi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est le lien qu'il y a entre la recherche brésilienne et la profession agricole. D'accord. Surtout les milieux universitaires. C'est-à-dire c'est vraiment un linking parfait où tout est entremêlé, c'est-à-dire la recherche, il y a les chercheurs, les universitaires, tout ça sont à la disposition des agriculteurs pour toujours améliorer leurs produits agricoles. Très bien, vous êtes parti, vous avez vu des choses et qu'est-ce que vous préconisez à court terme, dans le court terme, pour changer la donne au Mali? Déjà, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle un protocole sanitaire, déjà pour qu'on puisse importer des semences brésiliennes ou des animaux brésiliens pour voir. Parce que c'est des animaux qui sont faits pour tenir les grandes chaleurs. Vous voyez les grandes chaleurs que nous avons aujourd'hui au Mali. Il faut d'abord ce protocole, cette entente sanitaire qui doit être établie entre les 2 gouvernements. Pour ce qui est du secteur privé, nous avons déjà commencé à prendre beaucoup de contacts. Commerciaux, à prendre des contacts avec des gens qui ont des usines, qui font un certain type d'aliments bétail, exclusivement basés sur l'herbe et la fibre. D'accord. Ces contacts sont en cours. Il y a aussi, comment on appelle ça, les aviculteurs avaient une problématique de soja au Mali, comment les meilleures semences de soja, la productivité de soja qu'ils ont. Nous sommes déjà sur des contacts pour importer certaines semences, pour pouvoir les expérimenter chez eux, voir si ça donne bien, pour vraiment augmenter la productivité. Et de quels moyens avons-nous besoin très concrètement aujourd'hui pour booster notre économie pastorale? Vous savez, c'est une grande question lorsqu'on parle de l'économie pastorale. Il faut un changement de paradigme, il faut réfléchir autrement. Pendant des millénaires, dans ce pays, les animaux se déplacent de point d'eau en point d'eau pour aller chercher l'herbe là où elle est toujours verte. Seulement maintenant, l'herbe, elle est verte de plus en plus loin de nos frontières. On a des animaux qu'on a récupérés pas loin, plus tard que la semaine passée, en Sierra Leone. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui à créer ces zones dans le Mali. D'accord.
et discuter vraiment avec comment faire le lien entre l'économie sédentaire agricole et l'économie pastorale. Comment faire coexister ces deux économies ensemble et surtout comment faire qu'une économie puisse vivre grâce à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il faut cultiver pour les animaux, créer des pâturages pour les animaux. C'est la seule manière qu'on a vraiment pour non seulement résorber ce problème qu'on a de conflit entre ces deux économies, mais surtout pour éviter que nos animaux sortent et que d'autres les utilisent comme moyen de pression, de vider le Mali de son cheptel, c'est tuer cette république. Donc, ils ont réussi ces choses, comment faire ces pâturages qui sont très prolifiques. Il faut qu'on aille vers ça. Vous avez évoqué tout à l'heure la recherche, mais quid de la formation des acteurs? N'est-il pas un défi au Mali? Si, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai été impressionné par le lien qu'il y a entre le professionnel et le milieu universitaire au Brésil. C'est-à-dire, ils ont créé une structure au Brésil qu'ils appellent Embrapa. D'accord. Et où ils ont mis près de 3000 chercheurs brésiliens qu'ils ont envoyés à travers le monde dans tous les secteurs pour aller apprendre à bien faire, qui sont revenus au Brésil, qu'ils ont tout adapté au climat et à l'économie brésilienne et au social brésilien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur beaucoup de produits, ils sont leaders mondiaux. Nous, aujourd'hui, c'est ce lien entre la recherche, bon, elle existe, mais aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment mis les moyens au niveau de la recherche? Et là, on parle encore que des professeurs dans l'IR, certaines structures. On ne parle même pas des universités. Je suis président de la PECAM, je ne me souviens pas qu'une université est venue proposer ses services par rapport à un point précis de l'agriculture, envoyer des jeunes étudiants, parce que c'est de là que viennent les grandes idées. Ce sont ces jeunes qui ont l'esprit frais. La PECAM peut aller également vers les universités. Effectivement, on va s'y mettre, mais vous savez, dans ce pays, quand l'APECAM, c'est plutôt le monde rural, il y a ce complexe de l'intellectuel qui existe fortement au Mali. Parce qu'il faut former également nos producteurs, nos éleveurs, etc., tout le monde. Il faut les former, mais au point où nous sommes, vous savez, sur les basiques, nous savons comment le faire. Maintenant, la recherche doit se pousser sur les produits que nous n'avons pas, comment faire qu'on peut avoir la productivité, parce que c'est la productivité qui est en chute en République du Mali, sur tous les secteurs. Que ce soit le coton, que ce soit les céréales, que ce soit la production laitière. Bon, sur la production laitière, là, le travail a été fait par rapport à l'insémination artificielle pour augmenter le potentiel productif en lait. On doit faire le même travail par rapport à la viande et surtout par rapport aux céréales. Donc, il faut trouver le linking entre le monde de la recherche, les universités et l'agriculture. Une dernière question. Quel mécanisme de suivi avez-vous mis en place pour rendre vraiment opérationnel ou rendre concret ou pour que ce déplacement du Brésil soit véritablement profitable à tout le monde de façon générale? Vous savez, je vous ai dit que cette mission, c'était une mission conjointe secteur privé et public. Utile, hein? Oui, c'est-à-dire vraiment, c'était l'État accompagnant ces opérateurs privés. C'est comme ça que je vois la diplomatie, c'est comme ça que je conçois les voyages de l'État. Chaque fois qu'ils vont dans un domaine, qu'ils essaient d'amener les champions. En fait, c'est les champions de certains domaines, aviculture, agriculture, élevage et pêche, qui sont partis sur leur propre chef, sur leurs propres frais. Nous avons décidé de mettre en place un comité de suivi qui va rester en contact en permanence pour que tout ce qu'on a vu, qu'on essaie de transformer le tir. Donc ça va être un comité vraiment dynamique qui va réfléchir à toutes les potentialités qu'on a vues entre nous et le Brésil. Et nous, dans ce comité dynamique, on a un partenariat avec des amis brésiliens de l'autre côté. Nous allons réfléchir pour tout ce qu'on a dit que ça soit une réalité d'ici 6 mois ou 1 an. Et ça a déjà commencé. On vient juste d'arriver il y a 2-3 semaines, mais je pense que les premières réunions sont déjà en cours entre des gens dans les groupes WhatsApp, des contacts sont en train de faire et on va faire le briefing pour que vraiment, on attend aussi la même chose de la part du gouvernement, que l'État fasse le suivi avec le ministère des Affaires étrangères, qu'une mission peut-être d'une plus grande envergure se déplace, parce que quand même à l'investiture de Lula, le Mali a envoyé la plus grosse délégation qui était partie là-bas. Mais après, ça n'a pas été suivi immédiatement de certains faits. On pense que maintenant, tous les signaux sont verts pour qu'une plus grande mission parte, et encore une fois, avec leurs champions, qu'on fasse la promotion des champions du secteur agricole pour qu'on puisse vraiment faire un suivi de tout ce qui s'est passé là-bas. Sanoussi Bouya Sila, je rappelle que vous êtes président de l'APECAM. Merci d'être passé par là pour répondre à nos différentes questions. Tout le plaisir est pour moi, je vous remercie. Et l'on en vient au grand reportage de la rédaction qui nous conduit en 3e région où la campagne de mangue est en cours. Elle crée environ 30 000 emplois directs et indirects. Selon le président de l'interprofession de la mangue, en dépit de cet apport considérable à l'économie, la filière reste confrontée à certaines difficultés liées notamment au changement climatique.
L'objectif de plus de 30 000 tonnes de mangue sur le plan national pourrait ne pas être atteint, eu égard à l'évolution de la campagne, toujours selon la même source. On en sait davantage avec Moustapha Doumbouya. La campagne de mangue 2024 démarre dans des conditions marquées par une baisse de la production liée aux impacts du changement climatique. La prévision de plus de 60 000 tonnes de mangue exportables sera difficilement atteinte, eu égard aux conditions dans lesquelles se déroule cette campagne. Mokhtar Fofana, président de l'interprofession de la mangue. Il faut reconnaître que la mangue n'a pas très bien donné cette année, compte tenu de certaines réalités climatiques. Il y a eu une forte chaleur qui a fait tomber des fleurs, qui ont fait que la mangue n'a pas donné en forte production. Et également, nous constatons qu'il y a des petits calibres, c'est-à-dire les petites mangues par rapport à l'année dernière. Donc tout cela est dû au changement climatique. La nappe phréatique aussi a beaucoup baissé, et ce qui fait que les manguiers n'ont pas pu donner ce qu'ils donnent d'habitude. Malgré le contexte difficile, les responsables de l'interprofession de la mangue se battent au quotidien pour satisfaire les demandes nationales et internationales. La mangue malienne est aujourd'hui consommée dans des pays voisins, en Europe et au Maghreb. C'est justement au niveau de l'exportation que les acteurs rencontrent d'autres difficultés qui s'ajoutent à celles liées au financement et au traitement des vergers. Mokhtar Fofana, président de l'interprofession de la mangue. Le Mali est un pays continental. Et pour cela, nous sommes obligés soit d'exporter, de commercialiser et même d'importer certains intrants dont on a besoin, comme les cartons et autres. Et tout ça, il faut passer par les ports, soit les ports d'Abidjan et de Dakar et d'autres ports, ou passer par d'autres moyens aériens qui coûtent excessivement cher. Donc, quand nous calculons ces coûts, qui font pratiquement 40% de nos prix de revient. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà des difficultés que nous connaissons et que nous cherchons à trouver la solution pour essayer de mieux gérer cet aspect négatif pour la commercialisation et la production de la mangue. Il convient de mentionner que la campagne de la mangue permet de créer plus de 30 000 emplois directs et indirects. Ces opportunités profitent aux transporteurs, aux trieuses et à d'autres acteurs. Hassan Berté, trieuse. Nous trions les mangues afin d'enlever celles qui ont des blessures ou des maladies. Nous exerçons ce travail durant 3 à 4 mois et il nous est rentable. Issa Diara, responsable du conditionnement de l'interprofession. Nous rencontrons des difficultés liées au conditionnement de la mangue. Ces difficultés sont relatives aux maladies des mangues ou à l'électricité qui n'est pas souvent disponible. Notons que l'actuelle région administrative de Sikasso fournit plus de 40% de la production nationale de mangue. Les autres bassins de production sont les régions de Bougouni, Koutiala, Koulikoro, Ségou, Kita et Kayo, plus Bamako et environ. Sikasso, Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Tchad, l'élection présidentielle a été conclue plus tôt que prévu, avec la publication des résultats provisoires par l'Agence nationale de gestion des élections 3 jours après le vote. Les résultats provisoires et officiels ont attribué une large victoire au président de transition Mahamat Idriss Déby dès le premier tour avec 61% des voix. On en parle avec vous, Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, peu avant la proclamation des résultats, son rival, le rival de Mahamat Idriss Déby, son premier ministre Success Masra, avait annoncé sa victoire. Oui, tout à fait. Son rival et premier ministre Success Masra avait dit juste avant qu'il avait gagné l'élection de lundi et accusé le camp Déby de truquer les résultats pour dire le contraire et avait demandé à ses partisans de se mobiliser pacifiquement. Les sources indiquent que les soldats tiraient en l'air à la fois pour célébrer leur victoire et dissuader tout rassemblement. Dès lors, le siège des transformateurs est actuellement bloqué par les forces de défense
défense et de sécurité qui fouillent tout le monde à l'entrée et à la sortie. Le parti critique l'arrestation de 79 de ses membres détenus à la prison pour des accusations de faux et usage de faux. Un certain nombre d'entre eux avaient été présentés à la télévision nationale le soir du vote comme ayant utilisé des accréditations non conformes. Parmi eux, des mineurs et des femmes allaitantes, détaille le parti qui dénonce également des passages à tabac, des menaces et une véritable chasse aux transformateurs. Vous avez évoqué des tirs par l'armée ou les forces de l'ordre. Alors, une dizaine de personnes sont mortes lors des célébrations de la victoire de Mahamat Idriss Déby. Oui, la célébration de l'annonce de la victoire du président candidat a provoqué des cris de joie de ses partisans civils, mais aussi des rafales d'armes automatiques de ses partisans militaires qui quadrillent la capitale. Avant même que les résultats officiels ne soient annoncés jeudi soir, donnant 61% des voix au jeune général qui dirigeait le pays depuis 3 ans. Sa redoutable garde présidentielle reconnaissable à ses bérets rouges avait déployé de nombreux véhicules blindés aux principaux carrefours de la capitale et sur des grands axes. Ils étaient présents en nombre encore plus important, voire inédit vendredi matin par rapport à d'autres élections passées selon des sources. Malheureusement, un nombre indéterminé de vies innocentes au Tchad ont été perdus, touchés par des balles perdues des soldats imprudents. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. Rendons-nous à présent au Bénin où les 4 principaux syndicats du pays ont marché contre la vie chère. Une marche fortement encadrée par la police après une première empêchée à coups de gaz lacrymogène. Alors Lassina Keita, vous suivez ce dossier pour la rédaction. Quelles sont les mesures réclamées par les confédérations à Patrice Talon dans leur déclaration? Cette fois-ci, les 4 principaux syndicats, COSI, CGTB, CSA, UNSTB, ont réussi à battre les pavés contre la vie chère avec une batterie de mesures réclamées directement au président Patrice Talon dans leurs déclarations communes qui sont la libération d'une vingtaine de militants arrêtés le 1er mai et en détention provisoire et la reprise du dialogue social. Dans la foulée, un message de soutien du Conseil syndical international CECI Afrique a été lu avec beaucoup de fierté. La marche est partie de la Bourse du Travail avec à la tête les leaders qui détenaient une banderole sur laquelle on pouvait lire « Non à la gouvernance qui affame ». Une véritable animation le long du trajet avec fanfare, vuvuzela et sonorisation mobile et des chants classiques de lutte syndicale. Autre fait marquant, ce sont les brassards et bandeaux rouges au front et la reprise du slogan des marcheurs par les riverains et les taxis-motos. On a faim. Les syndicalistes n'ont pas manqué de qualificatifs pour exprimer leur joie pour cette marche. Selon Fadi Niaoui, le syndicalisme n'est pas mort au Bénin. Cette manifestation de protestation contre la vie chère était fortement sécurisée et encadrée par la police et a pris fin à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou, Ibrahima Traoré. Merci beaucoup Lassina Keita. Et le tour d'horizon du reste de l'actualité internationale, c'est avec vous Bourama Traoré. Rebonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein accuse le Bénin et la France de vouloir déstabiliser son pays. Face à la presse, le chef du gouvernement nigérien estime que le blocage de l'exportation du pétrole du Niger via le port de Sémé-Kobodji viole une dizaine d'accords bilatéraux signés entre les deux pays. Il accuse le Bénin de vouloir asphyxier économiquement le Niger, mais les patrons de l'administration nigérienne persistent et signent. La frontière avec le Bénin demeure bien fermée. Question de sécurité, dit-il. Mahaman Lamine Zein affirme également avoir des preuves de la présence de 5 bases françaises au Bénin, bases qui abritera des terroristes qui doivent venir déstabiliser le Niger. Et toujours au Niger, l'ancien président Mahamadou Issoufou a déposé cette semaine une plainte contre l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, qui a dû quitter Niamey en septembre dernier. Cette plainte a fait suite à des propos tenus par le diplomate français lors d'une audition à huis clos devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale française, au cours de laquelle il évoquait une implication directe de l'ancien chef de l'État dans le renversement de son successeur Mohamed Bazoum en juillet dernier. Sylvain Ité dit ne pas avoir été informé d'un dépôt de plainte à son encontre et ne pas avoir de commentaires à faire à ce stade. Au Burkina Faso, les membres de la coordination nationale des associations de veille citoyenne se sont rassemblés hier à Ouagadougou. La manifestation avait pour objectif de réclamer une prolongation de la transition et de permettre au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de poursuivre ses sentiers. Selon le porte-parole de la coordination des associations de veille citoyenne,
citoyenne. Les prochaines assises nationales doivent permettre d'officialiser la volonté du peuple burkinabé, celle de prolonger la transition en cours. Au Burundi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur accuse le Rwanda d'être à l'origine de 3 attaques terroristes à la grenade dans la capitale Bujumbura. La dernière attaque a eu lieu hier soir dans une gare routière en plein cœur de Bujumbura. Le bilan est de 38 blessés, dont 5 graves, tous évacués vers les centres de santé de la ville. Ces terroristes sont recrutés et formés, équipés au Rwanda par le Rwanda, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui appelle à la vigilance et à dénoncer toute personne suspecte. Kigali dément régulièrement toute implication et pointe du doigt les rebelles burundais qui attaquent le territoire du Burundi à partir du sud Kivu en RDC. Le Ghana s'engage en faveur des cultures génétiquement modifiées pour tenter de tirer des avantages économiques de l'agriculture. Le gouvernement estime que les OGM peuvent contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire dans les pays et souhaite lancer des essais sur le terrain cette année. Il a approuvé la vente commerciale de 14 cultures génétiquement modifiées, 8 semences de maïs et 6 semences de soja. Mais certains activistes s'opposent à l'introduction des OGM, argumentant qu'ils pourraient éliminer les semences locales. De son côté, l'association des paysans veut que le gouvernement commercialise des semences améliorées localement plutôt que des semences génétiquement modifiées importées, disons. Le secteur agricole ghanéen perd environ 300 millions de dollars chaque année à cause des ravageurs tels que les chenilles légionnaires selon les autorités. Dans l'actualité internationale, on note également que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle ce dimanche à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Je réitère mon appel, l'appel du monde entier à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à une augmentation immédiate de l'aide humanitaire, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans une allocution vidéo lors d'une conférence internationale des donateurs au Koweït. Le chemin sera long pour se remettre de la dévastation et du traumatisme de cette guerre, a conclu le patron de l'ONU. Et le pape François a exprimé hier son inquiétude face à ce qu'il a appelé la planète en flammes. C'était lors de sa rencontre avec les participants de la rencontre mondiale sur la fraternité humaine qui rassemble 30 lauréats du prix Nobel et des personnalités d'organismes internationaux au Vatican pour un dialogue sur la paix sur une planète en flammes. Vous êtes réunis pour réaffirmer votre non à la guerre et votre oui à la paix, a déclaré le pape François aux délégués. Le souverain pontife a également souligné que la guerre est une tromperie, une défaite, tout comme l'idée d'une sécurité internationale fondée sur la dissuasion de la paix. Merci beaucoup, Brahma Traoré, pour toutes ces informations à l'international. Les sports dans quelques instants. Le journal des sports, Famourou Djourti, bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Et l'on commence avec du football. La 26e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche avec 2 matchs au stade Mamadou Konaté. Oui, US Bougouba, AS Siral de Bamako et AS Black Star Stade Malien de Bamako sont les derniers matchs de la 26e journée du championnat national de Ligue 1. Vous l'avez dit, ils se jouent cet après-midi au stade Mamadou Konaté, respectivement à 16h30 et 18h30. 4 matchs se sont joués hier samedi. Le Djolubasi a battu 1-0 l'association sportive de Korofina et se dirige tout droit vers son 15e titre national. Les Rouges du Djoluba, avec 57 points, consolident ainsi leur première place à 4 journées de la fin devant le Stade Malien de Bamako, 47 points, qui joue cet après-midi. La SRL, 44 points, qui joue également sa 26e journée ce dimanche. Concernant toujours les rencontres d'hier, l'US Bouni est tombé à nouveau pour la 2e fois consécutive à domicile. Cette fois, c'était face à l'AS Bakaridian de Baraouli, 3-2. Le dernier de la classe, l'Union sportive du Cercle de Kita et le premier relégable, l'AS Police, ont battu respectivement ATS Dekoro et Binga FC, score identique 2-0. En ouverture vendredi, 11 créateurs a gagné contre le COB par 3-1 et Dusfas s'est incliné 2-1 devant Afrique Football Elite. Sur le continent, le match aller de la finale de la Coupe CAF 2023-2024 entre la Renaissance sportive Berkane du Maroc et le Zamalek d'Égypte aura lieu ce dimanche 12 mai à Berkane, c'est au Maroc. Oui, RS Berkane et Zamalek du Caire se retrouvent à nouveau pour une finale de la Coupe de la Confédération de la CAF après 2019. Cette saison marque la première édition de la compétition. La RS Berkane et le Zamalek se sont tous deux imposés comme les grands favoris de la compétition après avoir terminé en tête de leur groupe respectif sans la moindre défaite jusqu'à la finale. Si les Marocains ont connu plus de succès en Coupe CAF que leur homologue égyptien avec 2 victoires et une défaite en finale, le Zamalek a fait ses preuves dans la compétition et cherchera certainement à rééditer son succès de 2019 sur les Marocains pour mettre fin à ce qui pourrait être une disette de 5 ans pour les Chevaliers Blancs. La première manche de la double confrontation se dispute ce dimanche à 17h GMT à Berkane au Maroc. Le match retour est prévu dans une semaine
au stade international du Caire en Égypte, toujours à 17h GMT. Terminons cette page des sports avec l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique Antenne du Mali. Oui, l'Union a organisé un point de presse qui avait un double objectif. D'abord pour la relance de ses activités, ensuite présenter son nouveau bureau composé de 27 membres avec à sa tête notre Assa Soumaré que je vous propose d'écouter. Elle est au micro de Hawa Kamisoko. Cette union créée par les femmes et pour les femmes a pour objectif de favoriser l'échange et la communication entre les reporters sportifs d'Afrique, inciter les femmes à exercer le journalisme sportif, mais surtout entretenir des relations de coopération avec les organismes et institutions de sport en vue de réaliser les différents programmes de développement du sport en général et du sport féminin en particulier. Voilà, c'était là notre collègue Assa Soumaré, présidente de l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique, Ifresa Mali, qui est une organisation des femmes créée en 2006 à Waris au Nigeria. Elle est presque représentée dans tous les pays du continent. Toutes les femmes africaines, journalistes, photographes, réalisatrices, caméra-women, techniciennes spécialisées en sport, de même que celles des secteurs publics et privés, peuvent être membres de cette organisation. Le bureau mère siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une union créée par les femmes et pour les femmes avec comme devise équité, efficacité, progrès. Merci beaucoup Famourou Diurté pour toutes ces informations sportives et du sport à la santé dans quelques instants. Focus santé. La lèpre, c'est le sujet de la chronique santé de ce dimanche. Cette maladie infectieuse provoque de graves lésions cutanées sur le corps, principalement les membres. Eh bien, ces 3 dernières années, l'hôpital de dermatologie de Bamako a enregistré, tenez-vous bien, 230 nouveaux cas de lèpre. Koumba Sissi et Gaussou Touré sont allés à la rencontre de quelques patients et leurs médecins traitants. Reportage. Au début, tout mon corps était gonflé et j'avais des fourmillements dans tous les corps. Pendant plus de 3 mois, mon nez était presque bouché. Je passais toute la nuit à me gratter. Je pensais que quelqu'un m'avait jeté un mauvais sort et j'ai beaucoup dépensé dans ce traitement. Finalement, j'ai été dans un centre de santé. Le médecin m'a signalé que je souffre de la lèpre et il m'a conduit à l'hôpital. Dieu merci, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Certes, la lèpre a été détectée tôt chez Bouye Koulibaly, mais Adama Gassama et Mahamadou Sissoko n'ont pas eu cette chance. Et résultat, ils vivent avec les séquelles de la lèpre. Ils souffrent tous de graves lésions cutanées. Mahamadou Sissoko, patient. J'ai pris du temps pour traiter traditionnellement, en pensant que c'était de la gale, ce qui a d'ailleurs compliqué ma situation. Mais ici, à l'unité de léphrologie, le traitement a fait son effet. Adama Gassama, patient. Depuis 2019, je suis ici depuis 2019 pour les traitements. La lésion persiste. Une partie de mon pied doit être encore amputée. Ces patients sont tous atteints de la lèpre et sont sous assistance médicale à l'hôpital de dermatologie de Bamako. Dans cet établissement sanitaire existe une unité de léphrologie. C'est là où s'effectue leur prise en charge. Bekay Traoré, léphrologue. La lèpre, c'est une maladie infectieuse. Cette maladie infectieuse est chronique et c'est dû à une bactérie qu'on appelle Mycobacterium lépreux. Et cette bactérie a des affinités pour la peau et les nerfs. La maladie se manifeste essentiellement par des signes cutanés et des signes neurologiques. Sur le plan cutané, la maladie va se traduire par des taches claires et avec une baisse de la sensibilité des taches. Et ces taches-là peuvent progressivement évoluer, s'infiltrer pour devenir ce qu'on appelle des boutons. Si ces boutons sont très accentués au niveau du visage, ça va réaliser un aspect de faciès lyonnais. Le faciès lyonnais, c'est quelqu'un qui a un visage qui ressemble plus ou moins au visage du lion. Et sur le plan neurologique, ça va se manifester par des troubles neurologiques à type de fourmillement, d'hypo ou d'anesthésie locale, ce qui se traduit cliniquement par parfois l'apparition des plaies au niveau des doigts et des mains des patients. Loin d'être une maladie héréditaire, la lèpre se transmet par voie aérienne. Lorsque vous êtes en contact étroit et permanent avec un patient qui héberge beaucoup de bacilles
Et les patients multibacillaires peuvent libérer des millions de bacilles lorsqu'ils éternuent, lorsqu'ils toussent. Donc c'est lorsqu'on est en contact permanent avec ce genre de patients qu'on peut attraper la bactérie. Attraper la bactérie n'est pas synonyme de la maladie également. Pour avoir la maladie, il faut également une défaillance du système immunitaire vis-à-vis des bacilles. Cliniquement, on peut guérir la lèpre en tuant la bactérie qui est la source de la maladie. Mais les séquelles qu'elle cause peuvent rester longtemps. Bekay Traoré, léprologue. Le mode curatif repose sur la chimiothérapie, PCT, la polychimiothérapie. On parle de polychimiothérapie, ce n'est pas un cancer tant que tel, mais la polychimiothérapie, c'est les noms attribués à un certain nombre d'antibiotiques associés qui sont utilisés pour traiter la lèpre. Et ces molécules comportent en fait la rifampicine, et la clofazimine et la dizolone. La durée de traitement permet de définir en fait le type. Pour la forme multibacillaire, il faut traiter pendant 12 mois. Et pour la forme possibacillaire, il faut traiter pendant 6 mois avec ces 3 molécules. La guérison, c'est lorsqu'il n'y a plus de bactéries dans l'organisme ou lorsqu'il n'y a plus de signes cutanés dans l'organisme. Mais il faut juste reconnaître que même si on élimine la lèpre, les séquelles peuvent demeurer longtemps. Selon les données de l'hôpital de dermatologie de Bamako, de 2022 à 2024, 230 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés. La prise en charge de l'hospitalisation et de certaines complications est assurée par la Fondation Raoul Folero et l'ANAM. Focus Santé. À la coordination éditoriale de ce 13h dimanche, Bourama Traoré, à la réalisation Lassina Keita. La mise en onde est assurée par Pintou Traoré et à la mise en ligne, Sekou Traoré. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Les infos restent à nos portes. Au prochain cap tout à l'heure à 19h30 pour la grande édition du soir sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de radio à notre compagnie. Très bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.